Bonjour et bienvenue à ce live comme Fred. Donc, deuxième épisode, je dis deuxième épisode parce que l'épisode précédent, vous avez fait la connaissance avec Christophe Touy, qui est juge donc au tribunal judiciaire de Rodez. Je le reçois donc une deuxième fois pour nous partager. Là, par contre, on va rentrer dans la vie du tribunal. Donc, dans son expérience, partager la parole. Qu'est-ce que c'est la prise de parole du point de vue du juge? Parce que nous connaissons bien sûr les avocats qui ont fait des ouvrages sur la prise de parole en public, qui participent à des concours d'éloquence en tant que jury. Je pense notamment à Bertrand Perrier. Là, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Christophe Touy, donc magistrat. Bonsoir Christophe. Donc, Bonsoir on se Fred. retrouve pour cet deuxième épisode. Donc, merci d'être présent, bien sûr. Merci de nous partager ces pépites. C'est vraiment des pépites. On l'a vu lors du premier épisode parce que aussi sont rares sont les personnes, les juges qui nous partagent leurs conseils, leur expérience sur le sujet de la prise de parole en public, ô combien importante dans le cadre de votre métier et dans les salles d'audience. Donc, Christophe, aujourd'hui, je te propose de parler, d'aller dans le tribunal et de nous partager de ta vision de la prise de parole en public dans le cadre de tes fonctions au sein du tribunal, justement, au sein du prétoire, comme on dit, et avec différents acteurs qui peuvent être notamment les accusés, les avocats. Partager ton point de vue sur la prise de parole, toi en tant que juge, en quoi c'est important. Parce qu'on imagine le juge derrière son pupitre, ou je ne sais pas comment on peut le dire d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un pupitre. Non, sur l'estrade, sur Sur l'estrade. l'estrade, d'accord. Sur l'estrade, qui écoute, mais qu'on entend rarement en fait parler. C'est vrai cette image aussi. Oui. Donc, toi et ta prise de parole en public, dans ce cadre Alors de tribunal. effectivement, il y a différents types de juges déjà humains, mais il y a différents types de juges par rapport à des audiences. Il y a des audiences où on est plus interactif. Par exemple, une audience de procédure civile et écrite, où là, il y a du dépôt, on entend peu de plaidoirie, donc il y a peu de discours. Par contre, les audiences, moi, que j'aime, c'est les audiences procédure orale. Donc, c'est surtout mon contentieux, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc, c'est le contentieux du pôle social ou de JAF, où on a des audiences où véritablement, il y a un échange avec les parties. Donc, l'intérêt pour moi, c'est que je ressorte avec le maximum d'informations pour que ma décision soit la plus adaptée à la réalité. Ou du moins, si on parle, j'aime pas parler de réalité parce que ça serait trop prétentieux de dire que c'est la réalité. Moi, je ne sais pas. Par exemple, quand je suis JAF, je ne sais pas comment ça se passe dans la famille. C'est la vérité judiciaire. Alors, je fais une distinction toujours la réalité et la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, c'est tout simplement la vérité qui est prouvée, qui est avérée par les parties. Donc, mon but, c'est que la vérité judiciaire et la réalité puissent au maximum se correspondre. Même si je sais pertinemment que je n'y arriverai que dans de très rares occasions. Mais si tu veux, l'idée, moi, quand en tant que président d'audience, déjà, quand j'arrive, c'est un sourire. Déjà, la première des choses, c'est le contact avec le regard et un sourire bienveillant. Je suis là pour, certes, avoir des fonctions sérieuses, mais je pense qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et moi, du moins, c'est mon but, c'est de prouver, notamment à travers mes décisions, que j'ai bien écouté les parties et que, en fonction de ce que dit le droit, j'ai fait ce qu'on appelle le syllogisme judiciaire, autrement dit, les faits, la loi, les faits, l'application de la loi aux faits, qui est en fait ma décision. Donc, voilà comment j'appréhende une audience. Donc, de suite, j'essaie d'un peu de détendre l'atmosphère de manière à ce que les parties soient un peu détendues. Ça, c'est très important. J'ai une anecdote, je pense que je te l'avais donnée lors de notre entretien la fois dernière. C'est un couple avec, d'une part, un avocat, c'était la dame qui était demandeur, et le monsieur qui était tout seul. Et il s'avère que la dame était particulièrement prolixe, et l'avocate également, mais la dame l'était tout autant. Et en face, j'avais un monsieur qui était complètement fermé, mais au sens propre comme au sens figuré. Il avait les bras croisés. Et quand je lui donnais la parole par rapport à ce qu'elle demandait la dame,
j'avais pas un son de sa voix. C'était assez flippant. Donc, je me suis dit, comment je vais faire pour avoir ce qu'il me faut pour faire mon jugement? Et pour pas donner raison, voilà, parce que le risque pour lui, pour ce monsieur, et pour les enfants qu'il y avait pour le couple, c'est que je ne me fie qu'à ce que me disait madame. C'était un risque. Bon, j'aurais pu m'en contenter. Il me dit rien, c'est son choix. Je prends ce qu'elle me dit et je fais le jugement. Ce serait été au moins très rapide. Seulement, ce n'est pas ma conviction. Ce n'était pas ma conviction au moment lorsque j'étais en audience. Et je donne un coup d'œil sur la côte du dossier et je vois qu'il est né à La Réunion, à Saint-Benoît, sur la côte est de la Réunion. Et j'ai vécu pendant 4 ans là-bas. Et je commence à lui parler de La Réunion, des litchis en décembre, qu'est-ce que je lui dis encore, des cyclones, de Saint-Benoît où il pleut tout le temps. C'est vrai que c'est un coin de l'île où il pleut tout le temps. Et je te promets, ce monsieur-là, il s'est ouvert comme une fleur. Mais physiquement déjà, il a commencé à décroiser ses bras, à faire des gestes. Et au bout d'un moment, j'ai vu ma greffière qui s'est impatientée. Parce que moi, je peux partir des heures à parler de La Réunion. C'est une très belle île et j'y étais très bien là-bas. Et donc, je lui dis, bon, on revient un peu à nos moutons. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, elle demande l'autorité exclusive. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Et il a commencé. Et j'avais tous les éléments qu'il me fallait pour prendre une décision qui était la plus proche de la réalité, en tout cas de la vérité judiciaire. Voilà, c'est un exemple qui pour moi symptomatique de la nécessité quelquefois, malgré le temps, parce qu'effectivement, nous sommes victimes de souffrances éthiques en tant que magistrats, au même point que les médecins, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des décisions à prendre importantes pour la vie des gens, mais que, par exemple, une audience de JAF, vous avez 25 dossiers, vous commencez à 14 heures. Et que malgré cela, il faut quand même savoir que quelquefois, il faut prendre du temps. Et c'est ça la difficulté du métier, c'est de savoir dans quelle mesure, dans quel dossier, on peut se permettre de prendre un peu plus de temps que dans d'autres. Voilà. Merci Christophe pour ce partage et ce beau témoignage sur cette anecdote de notre ami réunionnais. Je dis ami bien sûr parce que voilà, nous avons des liens, nous deux, avec la Réunion d'ailleurs. Merci. Dans ce que tu viens de partager, Christophe, j'ai noté quand même des points importants qui est toujours bon de rappeler, que je rappelle sans cesse. Le sourire. Le sourire est une connexion avec autrui, ça montre qu'on veut aussi se connecter avec lui. Le contact avec le regard, bien sûr, s'il n'y a pas de regard, il ne peut pas avoir de contact. Je suis d'accord. Et j'aime beaucoup, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Merci pour ce partage. Alors, je précise, je pense que elle n'est pas de moi. Je pense que c'est Boris Vian, cette phrase. Hein. Je ne veux pas rendre à César ce qui est à César. Oui. Merci de préciser. Je vais vérifier parce que je la connais, cette expression, mais je ne sais plus de qui elle est non plus. Ouais. Et l'écoute. Alors, l'écoute, c'est tellement difficile d'écouter. C'est vrai. Alors, sur une journée complète, comment on fait pour écouter tout ce que tu as écouté? Une journée complète, il peut arriver, enfin, on est tous humains. J'imagine qu'il y a peut-être des pertes d'attention. Ou... Oui. Alors, comment je fais? Tout simplement, déjà, je prends un bon café, plusieurs même, de manière à ce que je sois sûr d'être réveillé. Mais si vous voulez, déjà, je me mets au bord du siège. J'essaie d'avoir une posture assez d'attaque un peu, on va dire. Enfin, d'attaque. C'est pas exactement le terme, mais voilà, je ne m'enfonce pas dans mon siège en train d'écouter. Voilà. Et surtout, je reformule. Je fais de la reformulation. Bon, vous dites ça. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Voilà, j'essaie d'avoir quand même, malgré tout, un certain rôle actif. Et je peux me permettre, alors les avocats, je ne le fais pas par mesure, parce que je ne veux pas couper des plaidoiries, mais quand je vois que par exemple, ça me donne, j'ai une idée en tête où j'ai dit à cette dame que j'avais les éléments et qu'il suffit que c'était bon, il fallait s'arrêter. Quand elle commençait à me parler, en fait, c'était la question, c'était toujours dans le JAF, hein. Je prends ce contentieux à dessein parce que ça parlera au maximum de personnes. Si je parle de l'URSSAF, des redressements URSSAF, ça peut noyer un bon nombre de nos auditeurs. Donc, l'idée, c'est de prendre
en priorité le contentieux des affaires familiales. Donc, la dame, elle commençait à… La problématique, c'était qu'elle demandait plus de pension alimentaire. Et elle commençait à me dire que monsieur, lorsque leur enfant qui était majeur, elle était enceinte de leur enfant majeur, il se désintéressait totalement d'aller aux échographies, qu'il n'a pas assisté à la naissance du deuxième, qu'il a fait… voilà. Elle commençait à me refaire l'historique du divorce, en fait. Et c'est là où bon, il faut être un peu proactif et savoir couper les personnes alors montrant le respect, effectivement, qu'on leur doit. Parce que là, il faut être bien clair. Hein. Effectivement, c'est très facile de notre position, puisque comme tu le sais, on est sur une estrade, donc on domine. On est là pour prendre une décision, donc les gens sont plus ou moins… voilà. Ils nous craignent un peu. Donc, c'est facile d'avoir une position d'autorité. Mais pour moi, la première des choses, pour avoir l'autorité, il faut avoir le respect. Et je leur montre qu'envers eux, j'ai du respect. Je ne suis pas là pour les juger, eux. Je juge une situation à un moment donné, un comportement qu'ils ont eu à un moment donné. Donc, voilà, il n'y a pas de… Je connais mon rôle, ils savent le rôle que j'ai. Mais voilà, ces positions-là, j'y attache beaucoup d'intérêt. C'est pour ça aussi que je donne la parole toujours aux gens qui sont présents, parce que ce n'est pas nécessaire lorsqu'ils ont un avocat, lorsqu'ils sont assistés. On peut ne pas donner la parole aux personnes qui sont présentes, mais j'estime que si elles sont là, c'est qu'elles ont envie de parler. Donc, je leur donne cette opportunité-là, tout en veillant au timing, bien évidemment, auquel on est soumis. Mais c'est cette gymnastique-là qui n'est pas évidente, surtout pour les plus jeunes. Moi, ça va, j'ai 50 ans, j'y arrive à gérer ce genre de choses. Mais c'est quelque chose, pour les plus jeunes magistrats, c'est un peu plus compliqué. Et c'est, en tant que directeur de centre de stage, ce que je leur donne je leur donne des petits outils comme ça. Merci. Beaucoup de choses que j'ai notées, bien sûr, et des outils importants vraiment pour les personnes qui nous regardent, qui soient entrepreneurs, managers, salariés de n'importe quel secteur d'activité. Pour l'écoute, reformulation, c'est vrai que la reformulation aide énormément. Déjà, ça nous oblige à nous concentrer, et puis la reformulation permet aussi de s'assurer qu'on a bien compris. Rôle actif, c'est important quand on est dans l'écoute. Rôle actif, et ça se traduit entre autres par la posture sur le siège. C'est un point intéressant. La posture, effectivement, le côté affalé. Oui. Ça ne sont pas propice à la concentration, on va dire. À la sieste, oui, mais pas à la concentration. Et pour avoir l'autorité, il faut avoir du respect. Et ça, je m'adresse aux managers. Ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on est leader. Déjà, c'est certainement un des éléments, des paramètres importants pour être leader, c'est aussi respecter ses collaborateurs. Alors, la dernière fois, nous avions échangé sur l'effet Pygmalion. C'est important. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'effet Pygmalion, expliquer ce que c'est, en quoi ça consistait, comment toi tu l'appréhendes? Alors, tout simplement, c'est l'aspect psychologique de la relation avec autrui, c'est-à-dire que la façon dont on regarde la personne, donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur le regard, hein, la façon dont on regarde la personne va induire en lui un comportement. Donc, si j'ai envie qu'il soit agressif, je regarde durement, avec mépris, là, je vais y arriver à trouver quelqu'un qui est agressif. Si par contre, je regarde avec une certaine bienveillance, avec une certaine intensité dans le regard, je ne dis pas que, voilà, mais voilà, quelqu'un qui, du moins, je montre que j'ai de l'intérêt. J'ai l'intérêt pour lui, ça a aussi un lien avec le respect, mais cet effet Pygmalion, c'est surtout aussi aux jeunes que je l'adresse, parce qu'il est facile de coller une étiquette sur un jeune de mauvais, tu es mauvais, donc en ayant cet effet Pygmalion, c'est ça, c'est-à-dire que je le regarde comme un mauvais élève, et forcément, au bout d'un moment, même s'il n'est pas vraiment, il le deviendra. Et pareil pour un délinquant, c'est pareil pour n'importe qui, à force de l'affubler de certains adjectifs, ou de le regarder comme tel, forcément, on va avoir en face de nous quelqu'un qui deviendra ce qu'on a envie qu'il soit. Et moi, j'ai envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des personnes les plus disponibles possibles. Et voilà, et c'est pour ça aussi que par exemple, je le fais souvent au pénal, et ça rejoint le biais cognitif dont on parlait
dont on a parlé la dernière fois. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des biais de confirmation qui sont très forts. Le biais de confirmation, c'est quoi? C'est que j'ai lu le dossier et des paroles de l'accusé, l'accusé c'est au criminel, donc du mis en cause, les paroles du mis en cause, je vais essayer de capter dans ce qu'il me dit ce qui correspond au dossier. Et ça, je sais que c'est un combat, il faut vraiment être très attentif par rapport à ça, parce que sur quoi on a envie de s'attarder, parce que ça confirme ce qu'on vient de lire. Donc, c'est pour ça que je prends très peu de notes lorsque je prépare mes dossiers. Je ne mets jamais une peine. Je sais les peines possibles, mais par rapport à cette infraction, mais je suis très, très… pour moi, tout va se jouer en audience. Je fais un rappel de l'instruction des faits. Je fais l'instruction des faits qui est assez large. L'instruction des faits, c'est voilà ce qui s'est passé, voilà ce que vous dites, voilà ce que disent les témoins, voilà ce que dit la victime. Mais je laisse véritablement la place à l'échange. Voilà. Et donc, les biais, il y en a plusieurs. Hein. Il y a le biais de confirmation. Il y a aussi des biais qui sont dus au fait que j'appartiens ou pas à le même environnement que la personne, le prévenu. On a forcément tendance à être plus gentil, entre guillemets, avec quelqu'un qui vient du même endroit que le nôtre. Et ça, c'est aussi dangereux, parce qu'on doit juger n'importe qui, quel que soit le milieu d'où il vient. Donc, il y a des biais qu'il faut qu'on combatte en tant que magistrat. Et c'est ce que je dis aussi aux jeunes magistrats qui passent les futurs magistrats, les auditeurs de justice que je reçois en tant que directeur des centres de stage. Faites attention. On a tous des biais. Alors, certains parlent de préjugés, mais moi, je préfère parler de biais cognitifs. C'est moins connoté que préjugé, parce que préjugé, c'est forcément négatif, me semble-t-il. En tout cas, biais cognitif, ça veut dire qu'on a des a priori qui peuvent être négatifs dans la décision finale qu'on aura à prendre. Donc ça, il faut s'en défier, le savoir et lutter contre ça. Et je pense que même si on n'y arrive pas à 100% tout le temps, ça dépend du taux de fatigue effectivement aussi. Il y a des fois où on baisse un peu la garde, mais moi j'essaie de le faire. Merci. Alors, biais cognitifs qui sont partout, qui sont importants. Et il faut savoir qu'ils existent. Hein. Alors, le fait de prendre peu de notes, c'est intéressant, justement. Tout se joue dans les instructions, tout se joue dans l'instruction des faits. En fait, tu fais l'instruction des faits qui est large pour être le moins affecté. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, mais en tout cas, influencé par le biais cognitif, qui est le biais de confirmation et que l'on connaît régulièrement, en fait, que tout le monde, dont personne n'est à l'abri, je dirais. Très bien. Est-ce qu'il y a… Alors, justement, par rapport au… Est-ce que tu aurais un conseil, si tu peux, à donner aux avocats qui peuvent nous regarder sur ce que tu peux apprécier ou peut-être pas aimer? Qu'est-ce qui peut heurter un juge dans l'attitude, la communication donc d'un avocat vis-à-vis du juge ou autre? Et des conseils que tu peux donner. Ce qui est très désagréable, c'est des avocats qui sont inaudibles. Parce que soit qu'ils parlent comme ça, hein, ils parlent avec… on ne les entend pas. Ça, c'est particulièrement fatigant. Et après des journées, des heures d'audience, c'est très, très compliqué. Alors, j'hésite pas, moi, à faire répéter quand j'entends pas bien, parce que tant pis, ils vont me prendre pour un vieux qui entend. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des enjeux. Et donc, il y a ça. Donc, veiller à être bien, à être droit, être bien campé sur ses pieds, à propulser la voix de manière à être bien audible. Après, c'est un lien avec le juridique, c'est-à-dire ne pas me parler un peu comme je disais tout à l'heure du fait qu'il se moque de la grossesse de sa femme alors qu'on parle de pension alimentaire. Vous voyez, tu vois, c'est aller droit au but, ne pas faire des effets de manche. Alors, ils savent que face à des juges professionnels, ils ne le font pas trop, ça. C'est souvent aux assises ou alors devant le conseil des prud'hommes où ils font des
voilà, ils essayent de faire des effets de manche. Mais voilà, il y en a qui, malgré tout, le font aussi également en audience devant un juge professionnel. Ça m'agace parce qu'on perd du temps. On perd du temps, ça ne m'impressionne pas. Ou, voilà, voilà, les propos qui ne sont pas trop structurés. C'est vrai que les avocats ont quand même le temps de penser leur plaidoirie. Ils ont souvent des écrits. Donc, avoir des propos structurés, ça permet une meilleure compréhension. Et donc, moi, ça m'aide beaucoup. Mes propos, mais je parle aussi à l'écrit aussi. J'ai des conclusions quelquefois qui sont complètement déstructurées. Et ça, je m'arrache les cheveux pour bien comprendre un peu d'où ils viennent, de ce qu'ils veulent dire, plus exactement. Donc, ça, voilà. Qu'est-ce que je conseille au niveau de l'oral, ça plus déontologique, qui ne sont pas là pour casser la partie d'en face. Je pense que c'est pour moi très néfaste des avocats qui sont dans le jugement moral des adversaires, des autres parties. Là, moi, je pense qu'on peut faire du juridique et du factuel sans forcément connoter les gens de méchants, mauvais, voilà, idiots. Voilà, on peut très bien avoir de bonnes décisions à la faveur de ses clients sans forcément détruire voilà, la partie adverse. Je trouve ça très contre-productif. Du moins, voilà, quand ça m'arrive, j'aime pas trop ça. Dernier truc, mais ça, c'est plutôt une dernière chose, les avocats qui mettent des points d'exclamation à la fin de chaque phrase de leur conclusion, ça m'agace. Donc, je te pose une question, Christophe. Christophe, je te pose une question. Est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que c'est qu'un effet de manche? Enfin, qu'est-ce que tu entends par effet de manche et est-ce que tu aurais un exemple? Oui. Parler ou pas? Vas-y, on t'écoute. Effet de manche, c'est-à-dire l'avocat ne se contente pas de reprendre les faits, mais utilise des péroraisons, vraiment, on a la sensation, il a un ton dramatique, mais c'est un peu comme, c'est un peu surjoué, quoi. C'est ça que j'entends par effet de manche. C'est des faits qui sont relayés par la procédure, qui sont mis un peu en théâtre, un peu sous une forme de... Ils sont exagérés, soit par l'intonation, soit par... voilà, ils en font beaucoup. Voilà, ils font d'un fait qui est là, certes, qui est dans la procédure, mais ils le mettent en relief alors qu'il n'a pas besoin d'être mis en relief pour impressionner, pour jeter l'opprobre, ou pour... je ne sais pas pour quel objectif. Voilà, j'appelle ça faire de l'effet de manche, un effet de manche qui n'a pas véritablement de raison. Bien, ben merci Christophe, merci beaucoup pour ce partage qui était riche, merci. Merci. Voilà, il y a eu une vraie leçon de prise de parole en public. Il y a plein de tips qui ont donc d'astuces, de techniques, d'outils qui ont été partagés, qui sont des fondamentaux aussi de la prise de parole en public. Donc, rappelez-vous cette posture aussi, tu as mentionné, hein, le fait d'être debout, de parler vraiment aux personnes qui sont en face de nous. On ne regarde pas ses pieds, on ne regarde pas le plafond, on regarde les personnes, la voix se porte là où on regarde d'ailleurs, c'est important. Merci Christophe pour tous ces partages et je suis sûr que les personnes qui les ont regardés apprécieront et apprécient toutes ces pépites que tu nous as offertes. Merci. Donc, en attendant de nous retrouver, je propose à nos éditeurs de me suivre donc sur LinkedIn notamment et sur la chaîne YouTube et sur Facebook. Donc, Frédéric Sourbier, cause toujours. Et j'ai mon site www.causetoujours.com. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir Christophe. Merci. Au revoir Fred. Merci à toi.